Les halles centrales de Paris. Je vais vous transporter plus de 50 ans dans le passé, un passé totalement disparu aujourd'hui. Tous ces dessins sont un témoignage pris sur le vif en 1971, juste avant que les pelleteuses et les bulldozers ne cassent tout de ces extraordinaires constructions de fonte et de verre. Elles n'étaient pas si vieilles pourtant, une centaine d'années, mais leur emplacement juste au cœur de la cité était un handicap majeur, leur développement exponentiel les a condamnées définitivement. En 1971, je travaillais aux Champs-Élysées, mon atelier de peintre était rue Montmartre et j'habitais à Pigalle. Mais voilà, pendant 4 ans, j'avais travaillé au cœur des halles comme commercial et je savais évidemment la destruction qui commençait de mon ancien cadre professionnel. Alors j'ai réalisé une série de croquis, pour mémoire, comme j'avais déjà fait à Montmartre et ailleurs. Il n'y a plus personne, tout est vide, ce qui rend ces dessins encore plus émouvants, des carcasses squelettiques, plus rien, l'âme du quartier est morte. J'ai sélectionné une douzaine de croquis que j'ai émaillés d'un texte inspiré, simplement, des moments que j'avais vécus en situation. Pas de respect de temps, certes, mais respect de lieu, ressenti épidermique, sans plus, à prendre tel quel. Je me suis servi d'un bloc de papier blanc que j'utilisais pour ma machine à écrire. Le dessin est tracé avec une craie d'arconté, couleur bistre, utilisée aussi bien par sa pointe que par ses faces plates en frottis. L'extrême rapidité d'exécution, le plus souvent en caresse du papier, note plus l'essentiel de l'atmosphère que le descriptif. Le chaos. Pendant 4 ans, cette vue sur les pavillons Baltard me hantait chaque matin à travers les fenêtres de mon bureau. Le ventre de Paris, dont Émile Zola se servit comme cadre au volume 3 du volumineux roman des Rougon-Macquart, s'étalait dans ses saletés et ses odeurs au pied de l'immeuble. Sorte d'abjection d'un siècle dépassé. Ces immenses constructions de fonte et de verre étaient une prouesse technique, telle la tour Eiffel. Traverser les rues étroites, encombrées de cajots vides et d'ordures, depuis le métro Sentier, pour arriver au cœur de ce charivari écœurant, en évitant les balayeuses arroseuses qui, depuis déjà 1 heure, remuent ciel et terre pour refaire une beauté à ce cloaque, est un parcours sinistre. Il est bientôt 8 heures, je hâte le pas, les secrétaires vont m'attendre. Le chaos des pavés. À l'approche des halles, les immondes pavés luisants, d'une humidité encore nocturne, de la rue Montorgueil recèlent de ce qui s'apparenterait au Moyen-Âge, si ce n'était les hurlements des voitures qui zigzaguent au milieu des diables. Les trottoirs sont encore encombrés de victuailles multicolores, à vendre ou à jeter. Les éboueurs passeront, comme chaque matin. Mais, avant, ça fouine, ça fouille, ça tripote à la recherche d'un poireau, d'un bout de saucisse qui traîne si les rats ne s'en sont pas emparés. Chaque matin aussi mon cœur se soulève en passant devant les étals des boucheries chevalines puantes, des volaillers accrochant au fronton de leur boutique des trophées à l'agonie. Lapins juste égorgés, faisant chatoyant, la langue arrachée, dégoulinant de sang, écureuils un pic traversant leur gorge, leur queue rousse pendante, le restaurant l'escargot sans le beurre rance. C'est le chaos minable. Une rue minable, la rue de la Réale, inutile de chercher, elle n'existe plus. Antique devanture rouge sale, murs décrépits, entortillement inextricable des boutiques de grossistes qui vont continuer leur journée de transactions toute la matinée. L'entrée de l'immeuble où se niche, dans plusieurs étages, l'entreprise de grossistes dont j'essaie d'assumer le rôle de petit chef, l'ascension sociale et professionnelle au milieu des boîtes de conserve, le bonheur minable entre bocaux de petits pois écuyers et boîtes de caviar pétrocian. Entrée minable et sombre. Dans sa loge de gardien, un gourbi de 2 mètres carrés, Marcel en Marcel bidouille ses montages de films, un revenu annexe pour ses fins de mois rétrécies. Le midi, il fera réchauffer, sur un camping-gaz, son éternel bœuf carotte, même menu tous les jours, plus un demi-camembert bien fait. La cage d'escalier en baume, dans la rue, les effluves des halles rivalisent. Le chaos de cette ville dans la ville fait peur.
c'est la nuit que tout grouille. Pourtant, la condamnation à mort est signée sur le parchemin, le ventre explose. Les bâtiments ne peuvent plus absorber ces amoncellements de nourriture, qui arrivent de partout, dans des camions chaotiques inondant de bruit le cœur de Paris asphyxié qui n'en peut plus. Immense et trop petit, les pavillons débordent sur le carreau, toutes les rues autour sont aussi transformées la nuit en halles ouvertes à la belle étoile, c'est ça, le carreau. Réservé aux fruits, aux légumes, arrivant en avalanche dans le noir des lampadaires. Tout disparaît aussitôt, change de main au gré des top-là, et s'en va, se dispersant dans tous les quartiers affamés. Paris veut manger de la viande, du poisson, des légumes, du beurre, des œufs, de la bouffe quoi. Mais Paris est étouffé, avant même d'avoir ouvert la bouche pour engloutir. Chaos de pierre et de fonte. Au sommet des contreforts, les gargouilles s'agrippent, grimaces du spectacle exaspérant sous leur gueule aux yeux exorbités. Dominant de peu les tristes carcasses de Baltard, l'église Saint-Eustache se morfond de sa noirceur parisienne. Tous les monuments de ce Paris orgueilleux sont d'une noirceur misérable de grande ville enfumée et sale. Je passe devant chaque jour, elle est sinistrement belle, surgissant de toute cette boustifaille. L'intérieur fort sombre, chaque corporation de marchands possède depuis longtemps sa chapelle baroque aux collatéraux. Il m'arrive parfois d'y entrer, non pour prier, ceci m'est étranger, mais simplement pour écouter les grands orgues magnifiques, qui rivalisent avec celles de Saint-Germain-l'Auxerrois, un peu plus loin, où je vais plus souvent le midi quand l'organiste est seul et moi aussi. Il ne savait où mènerait ce chaos. Comment le pouvait-il? Son rôle d'architecte était de concevoir et de construire ces merveilleux édifices métalliques, pas de les exploiter. Souvent, pour descendre vers la Seine, je passais ici, rue Baltard. Les 12 pavillons contenant le commerce des victuailles étaient reliés entre eux par de monumentaux passages couverts, ces toitures plus hautes étaient en verrière, devenues horriblement sales avec le temps, c'étaient en réalité des rues. Il fallait bien connaître ces halles pour savoir que le sous-sol aussi était monumental. Sur plusieurs étages, des caves voûtées de briques contenaient des réfrigérateurs rustiques, des cuves cannelées à broyeurs pour malaxer le beurre, des tapis troués pour trier et mirer les œufs, etc. Il y avait sous terre autant de gens de métiers différents que là-haut, dans les courants d'air, travaillant dans ces caves sordides, irrespirables. Le chaos des poissons d'argent. Pouvoir pénétrer sous ces extraordinaires dentelles de fonte et de verre, le public ne le pouvait pas, surtout ici, dans ce pavillon de la poissonnerie, pas loin de mes bureaux. Je ne dirais pas l'envahissement d'une marée qui prenait le temps de submerger toutes les autres odeurs du quartier. Les marailleurs couverts d'écailles, pataugeaient de leurs bottes dans un écoulement permanent d'eau, de boyaux, d'arêtes. Les têtes coupées, comme place de grève, finissaient dans des paniers gluants, sans pouvoir fermer leurs yeux figés. Des poissons monstrueux écrasaient les sardines au fond des bacs d'aluminium à roulettes, terminaient la liberté au fond de l'océan. Un maigre cheval blanc passe sous ma fenêtre, il tire une roulotte en bois, peinte en bleu clair délavé, il vient livrer les énormes pains de glace venant des glacières de Paris, comme il est marqué de chaque côté sur des pancartes. Le chaos des mondes. Sous les verrières qui vont disparaître un jour, la rue Berger me conduit à la rue de Rivoli, je vais faire des courses à la Samaritaine. Je passe devant le restaurant Bobo, au chien qui fume, qui ne me verra jamais, ce monde de friqués n'est pas le mien. Trop jeune pour être riche tout seul, mes premières années dans ce Paris que j'adore sont coriaces. Le midi, c'est le plus souvent un banal croque-monsieur qui sera mon seul repas, en fin de mois, il sera réduit à une gaufre au sucre. De l'autre côté, rue Rambuteau, c'est le mythique pied de cochon, la brasserie ignoble à la mode, ouvert nuit et jour. Là où le beau monde, au sortir des théâtres, vient s'encanailler en frôlant les garçons bouchés vêtus de leur ample blouse blanchâtre à capuche, maculée de sang.
À minuit, c'est l'incontournable gratiné à l'oignon, mais, dès 5 heures du mat', quand Paris s'éveille, c'est café croissant chaud, les meilleurs du monde. Dans le chaos des grosses. Coincé derrière les poissonniers, vers la fontaine des innocents, et le royaume des négo-beurrefs. La ruche de tous les produits laitiers, odorant le fromage des provinces de France. Mode de beurre et œufs s'empilent à l'infini. De très riches négociants, une véritable secte de ramasseurs de billets gras épinglés par liasses. Leur temple de gros mangeurs bien gras est le restaurant, l'entrecôte, là, face au hall où le sandwich est le repas quotidien. Leur banque est souvent un énorme sac à pommes de terre, qu'ils traînent partout sans le perdre des yeux. Leurs mains, aux ongles noirs, comptent les liasses avec une dextérité étonnante, à peine si les yeux peuvent contrôler, pas la peine, ils trichent, les vaches font du lait sans tricher, les poules pondent sans tricher, les négo-beurrefs ne comptent qu'en litres, en livres, en douzaines, pas facile, donc ils sont obligés de tricher. Du chaos dans la bidoche. Le plus horrible des endroits est certainement celui des pavillons de la viande, ou plutôt des viandes. Les abattoirs sont au nord de Paris, à la Villette, ici, c'est le dépeçage, l'empire du mal avec couteau, tranchoir et scie, la finalité d'un monde du crime, l'hygiène, on ne connaît pas plus qu'à l'Hôtel-Dieu, tous les taux font que cadavres qui ne vivent plus. Il ne manquerait que les vautours et les asticots. Je manque vomir lorsque je suis obligé de traverser cette antre de brute épaisse. Gros Louis, comme chaque matin, pousse son ignoble chariot sanguinolent, les morceaux de bestiaux dépecés débordent au-dessus des bords, pissant encore d'un reste rouge, il va livrer les restaurants du coin. Gros Louis est vieux, les pieds gonflés enveloppés de linge sale et attachés sur des sandales de bois, cette vision m'a longtemps poursuivi. Le chaos des Antilles. Le quartier des Halles vient buter rue du Louvre, sur l'ancienne halle au blé transformée en bourse du commerce. C'est aussi le quartier des mûrisseries de bananes, qui sont installées dans les nombreuses caves voûtées sous les pavillons Baltard. J'ai eu l'occasion d'en visiter, c'est un enfer, où sans cesse les forts des Halles déchargent et manipulent les énormes régimes, pesant de 30 à 40 kilos. Ces hommes n'ont plus leur immense chapeau de cuir et de plomb, juste une casquette. Ce sont les rois des Halles. Les bananiers de la Transat apportent leur cargaison réfrigérée au Havre, les bananes sont vertes. Elles dorment, il va falloir les réveiller lentement pour mûrir. Aux voûtes de briques, les régimes sont accrochés à l'envers, recourbés vers le bas, l'odeur sucrée et fétide prend à la gorge. Il est interdit d'arracher une seule banane, les autres pourraient vite s'abîmer, des papiers ou de la paille sont glissés à la main entre chaque main. Le chaos des truands. Il est, au fond des Halles, une curieuse petite rue très ancienne, la rue de la Grande Truanderie, remplie de boutiques sournoises qui ne vendent rien, elles fabriquent. Une multitude de petits métiers à l'abri des murs lépreux, au fond des cours sombres d'humidité, ou réfugiés dans les nombreuses caves qui communiquent entre elles, un labyrinthe de tripatouilleurs de boyaux. Dans cette rue, se fabriquent toutes sortes de saucisses, luisantes et fumantes lorsqu'elles sortent dans la rue, accrochées follement sur des portiques à roulettes qui vont et viennent dans tous les sens. Un balai brinque-ballant diabolique. J'allais souvent voir un fabricant de confitures, qui travaillait pour l'entreprise qui m'employait. Je fabriquais les étiquettes à notre marque. Le bougre était seul devant ses bassines en cuivre, habillé d'un éternel treillis militaire, c'était un ancien légionnaire, étrange, au fond de sa cave noire. La dernière image de cette vidéo, consacrée à mes croquis dans les Halles de Paris, est non seulement emblématique et historique, mais prend pour moi une dimension personnelle, lourde de conséquences. En pleine crise, et juste au moment où se déclenchent les fameuses grèves de mai 68, l'association des peintres de Chatou, où j'avais de fortes attaches, ouvre son salon annuel des artistes peintres, salon très important dans l'île des impressionnistes. J'ai 26 ans et c'est vraiment ma première exposition au milieu de professionnels, j'en ferai tellement d'autres ensuite, ainsi que mes expositions personnelles.
Pour le catalogue de Chatou, mon dessin, ci-contre, sera retenu comme couverture. Je commence à vendre sérieusement et un musée m'achètera ensuite 2 œuvres. 3 jours par semaine, le soir, je remonte à pied la rue des Francs-Bourgeois pour aller de mon bureau au hall à la place des Vosges dans une école d'académie d'art, que je suivrai pendant des années. Les autres soirs, c'est un peu plus loin, au Conservatoire national des arts et métiers, que je continue mes études comptables. Une vie bien remplie.